Bonjour et bienvenue. On va échanger pendant 2 heures sur la thématique de la communication consciente et bienveillante. Je vous propose ce sujet-là ce soir car la communication, c'est présent partout, tout le temps, à la maison, mais aussi dans les relations diverses avec les amis, la famille, le travail. Et du coup, on va aller voir ensemble comment être en lien avec soi-même d'une part et aussi avec les autres. Et puis, comment accueillir et comprendre la diversité de nos besoins. Parce que quand nous sommes en conflit, eh bien, finalement, ce qui se joue, c'est le fait que nous n'ayons pas les mêmes besoins au même instant. Donc, bienvenue. Et à différents moments, je vous propose d'intervenir si vous le souhaitez. Comme évoqué, avant de lancer l'enregistrement, si vous avez coupé la vidéo, ça vous permet de participer de manière anonyme et c'est avec grand plaisir. Et si vous mettez la vidéo, c'est que vous êtes OK pour apparaître sur l'enregistrement. Merci à vous. Alors, moi, j'accompagne en communication consciente et bienveillante et puis je vais vous partager quelques pépites et puis je vais aussi vous questionner tout au long de ces 2 heures. Alors, pas besoin d'avoir une famille recomposée pour avoir des difficultés de communication. Ce qui se passe dans notre quotidien, c'est que il y a des moments où on peut vivre des tensions, des conflits, avoir du ressentiment. Du coup, ce que je vous propose, c'est de me partager quelques exemples de situations inconfortables que vous pouvez vivre à la maison. La parole est à vous. Quelles situations est-ce que vous pouvez vivre qui sont inconfortables, soit en ce moment à travers le confinement, soit à titre personnel, soit dans la relation aux autres? Vous pouvez désactiver le micro pour pouvoir interagir ou intégrer un message. Le manque de contact. Le manque de Le manque de contact. contact, le manque de contact physique manque énormément. D'accord. Et tu as bien précisé le manque de contact, hein, c'est-à-dire, en parlant physique, c'est-à-dire le fait de pouvoir non pas seulement se voir comme on se voit peut-être ce soir, mais de pouvoir sentir la proximité physique, peut-être la chaleur humaine. Des amis, Ouais. les toucher, les embrasser, oui, non, c'est vraiment le manque de contact physique, de pas pouvoir embrasser pas les membres de sa famille, bien évidemment, mais les copains ou les copines que l'on croise ou à 2,50 m. Bien sûr. Ouais. C'est pas la même chose que les étreintes chaleureuses, le moment où on s'embrasse pour se dire bonjour, pour se quitter avec les personnes que l'on apprécie particulièrement. Ok. Oui, oui, ça manque vraiment. Ouais. Et donc, du coup, on va pouvoir voir, hein, mais c'est directement lié à un besoin de contact, un besoin de partage, un besoin peut-être de douceur, un besoin de connexion, qui est une connexion physique, justement, pour le coup. Ok. Est-ce que vous avez d'autres exemples de situations inconfortables que vous avez l'occasion de vivre et qui vous créent des sentiments, des sentiments désagréables quelque part, qui vous créent un manque? J'imagine que quand on vit en famille, un besoin d'intimité aussi. Oui, il peut y avoir un besoin d'intimité, alors qu'on soit en famille ou à partir du moment où on vit à deux, hein, on peut avoir des besoins d'intimité. On peut même envisager de vivre seul et d'avoir des besoins d'intimité si on vit avec des voisins qui sont à proximité et qui mettent de la musique ou qui ont un mode de vie qui peut nous déranger. Eh bien, effectivement, on peut avoir besoin d'intimité ou de calme, effectivement.
et que l'on vive à 2, à 3, à 8 ou à 10 dans un foyer, il y a des moments et des besoins de solitude qui contribuent aussi à notre équilibre. Alors, ce que je peux vous partager, c'est qu'effectivement, il y a de multiples difficultés de communication, des conflits, du stress, des jugements, des ruminations, de la colère, des tensions, toutes ces choses qui finalement nous créent des sentiments inconfortables. Et pour pouvoir réduire ces inconforts, l'approche de la communication consciente et bienveillante, qui est basée sur la communication non violente, en fait, de Marshall Rosenberg, elle offre réellement des méthodologies pour pouvoir faire évoluer notre façon de penser et de communiquer. Et dans cette approche, eh bien, en fait, vous allez avoir l'occasion de pouvoir développer l'empathie. Je vais revenir dessus. Développer l'empathie vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres quand vous les écoutez. Vous allez pouvoir développer le respect de vous-même, le respect de vos besoins, le respect de ce qui se vit en vous, plutôt que de faire comme si on ne ressentait rien alors qu'on ressent plein de choses tous les jours. Et vous allez pouvoir développer une approche de coopération, c'est-à-dire sortir ou réduire les jeux de pouvoir. On ira voir ça un peu plus loin pendant la conférence. Alors, la communication consciente et bienveillante, c'est basé sur la CNV. La CNV, c'est en fait une marque déposée. Et pourquoi moi je vous parle de communication consciente et bienveillante? Simplement parce que je ne suis pas certifiée CNV. Je pratique la CNV, je me forme en CNV depuis plus de 6 ans. Je le pratique au quotidien. Et n'étant pas certifiée, je respecte le code de déontologie, tout simplement. Et donc, je parle de communication consciente et bienveillante, mais c'est exactement la même chose et on parle des mêmes méthodologies. Marshall Rosenberg, le fondateur, lui, il nous dit « La violence, quelle que soit sa forme, est une expression tragique de nos besoins insatisfaits. » Tout ça pour dire que quand nous manifestons de la violence verbale, paraverbale, par un regard, non verbale, eh bien, en fait, toutes ces formes de violence sont liées à des besoins insatisfaits. C'est parce qu'on est frustré ou furieux ou en colère, parce que certains de nos besoins ne sont pas satisfaits, que on ressent des tensions et qu'on a des difficultés à communiquer, soit avec soi-même, soit avec les autres. Alors, l'objectif de ce processus de communication, c'est en fait de créer des relations fondées sur l'empathie, le respect et la coopération. Et en fait, en termes de méthodologie, notre objectif, c'est d'exprimer des observations factuelles plutôt que d'interpréter, plutôt que de juger. Et vous allez découvrir 10 freins à la communication ce soir. Ça va être d'exprimer des besoins, besoin de calme, besoin de contact physique, besoin de partage, besoin de connexion à la nature, besoin de calme, besoin de solitude, par exemple, pendant le confinement, besoin de sécurité financière aussi, qui peut créer de la peur ou de l'inconfort. Et puis, on va apprendre à exprimer nos émotions, c'est-à-dire à la première personne, dire je me sens. Comment je me sens? En colère, agacée, furieuse, et en même temps, je ressens de la joie. Peut-être pendant le confinement, mais il peut y avoir une multitude d'émotions en fonction de nos besoins nourris ou pas nourris. Et puis, ça varie en fonction des êtres. Et puis, quatrième étape, eh bien, en fait, l'idée, c'est d'apprendre à formuler des demandes, à rechercher des solutions, puisqu'en fait, quand nos besoins ne sont pas nourris, l'idée, c'est d'aller développer notre créativité pour mettre en place des actions, soit vis-à-vis de nous-mêmes, soit en formulant des demandes auprès des autres, de façon à ce qu'on puisse retrouver notre joie, notre calme intérieur, notre sérénité, de l'harmonie dans la relation à nous-mêmes ou avec les autres. Voilà. L'objectif et les bases en fait de la communication consciente et bienveillante, c'est en fait de se connecter, d'être en lien avec soi, apprendre à se respecter avec sa singularité, et c'est aussi l'idée d'être en lien avec les autres. Et donc, notre objectif, ça ne va pas être forcément de savoir qui a tort, qui a raison, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais juste de pouvoir être relié en fonction de ce qui se vit au niveau émotionnel chez chacun d'entre nous. Et puis, on va apprendre à développer notre attention, c'est-à-dire qu'est-ce qui se vit en moi, qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai besoin. Dans cette approche, je vais vous inviter, surtout sur la journée de demain, où on va pouvoir continuer ensemble ce travail sous forme d'atelier,
à exprimer, mais on le fera déjà ce soir, à exprimer des observations factuelles. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu qui vous crée de l'inconfort? Comment vous vous sentez en parlant de vous à la première personne? Je me sens agacée, furieuse, énervée, frustrée, en colère, fatiguée, épuisée, dans le flou. D'exprimer ensuite vos besoins sous forme de besoins universels, besoin de partage, besoin de connexion, comme on a évoqué tout à l'heure, ou autre. Je vous montrerai différentes cartes des besoins. Et puis, comment on peut aller formuler des demandes. Notre objectif, au fur et à mesure d'une pratique régulière de la communication consciente et bienveillante, c'est de développer notre authenticité, c'est-à-dire oser dire les choses quand on est content et aussi quand on n'est pas content. Et d'apprendre à les dire d'une nouvelle façon qui puisse être plus facilement entendable par l'autre, qui suscite beaucoup plus d'écoute empathique de l'autre et qui permet de rester en lien les uns avec les autres. Et ça va permettre notamment de développer aussi de l'ouverture d'esprit face à la différence, différence de point de vue, différence de rythme, différence de besoin à un instant T. Ça nous permet aussi de développer la clarté dans notre communication, puisqu'on va pouvoir exprimer des observations factuelles, des sentiments qui sont incontestables et qui peuvent être écoutés et qui ne font pas l'objet de débats. Ce que vous ressentez ou ce que vous avez vu ou ce que vous avez entendu, c'est une réalité. C'est incontestable. On communique sur la base d'éléments factuels et donc du coup, il y a beaucoup plus d'écoute empathique. On est moins sur des opinions. L'empathie, c'est le fait d'accueillir ce qui se vit, tout simplement. Qu'est-ce qui se vit chez moi? Qu'est-ce qui se vit chez l'autre? Accueillir. Ça ne veut pas dire souffrir avec l'autre, mais parce qu'on n'est pas dans une approche de compassion, mais ça veut dire accueillir que l'état émotionnel de l'autre, moi aussi, ça m'arrive de l'avoir, cet état-là. Ça m'arrive, moi aussi, d'être furieuse, mais de ne pas comprendre que quelqu'un en face de moi soit furieux. Mais je peux accueillir que, oui, il est furieux, ok, ça lui appartient. On apprend à développer notre assertivité. Alors, c'est quoi l'assertivité? C'est en fait l'idée de pouvoir défendre avec force, non pas force physique, qu'on soit bien d'accord, mais avec force argument, en quoi nos besoins sont importants, autant que ceux des autres, de manière équilibrée, pour pouvoir créer ensemble des stratégies, définir un cadre du bien vivre ensemble, afin de répondre à mes besoins et aux besoins des autres, pour contribuer à mon bien-être et le bien-être des autres. Et du coup, ce n'est pas une histoire de mon bien-être au détriment des autres ou le bien-être des autres au détriment du mien, parce que ce serait déséquilibré. Et donc, c'est vraiment cette quête. Ça ne veut pas dire que j'y arrive toujours. Ceci étant, je m'y entraîne, je m'y emploie. Et puis, ça nous apprend à écouter à nouveau, sans interpréter, sans juger, ou de moins en moins, une écoute qui est une écoute d'accueil et d'acceptation de ce qui se vit chez moi et de ce qui se vit chez les autres. Donc finalement, sortir de nos conditionnements, sortir de certains schémas éducationnels dans lesquels on a pu nous dire dans l'enfance, sois pas triste, sois pas en colère, n'aie pas peur, alors que on peut juste accueillir, ok, ça te fait peur, ok, tu es en colère, je comprends. Comprendre, ça ne veut pas dire je suis d'accord, ça veut dire j'entends et j'accueille que tu es en colère, effectivement. Et m'intéresser à l'autre. Qu'est-ce qui fait que tu es en colère? Donc, c'est un but de pouvoir nourrir aussi nos propres blessures en amont pour pouvoir l'offrir aux autres, cette communication bienveillante. Donc, du coup, la bienveillance, c'est d'abord pour soi. Et après, je peux l'offrir aux autres. Et donc, contrairement à ce qu'on a pu apprendre aussi dans l'éducation, ce n'est pas d'abord les autres. Non, c'est moi d'abord et après, je peux l'offrir aux autres. Si j'ai de l'amour pour moi, après, je peux vous offrir de l'amour. Alors, quelques mots pour continuer. Dans cette approche et dans cette philosophie de vie, eh bien, en fait, ça permet d'améliorer l'écoute, comme je vous en ai parlé, mais aussi d'améliorer vos prises de conscience, de changer de regard avec un regard plus respectueux, plus empathique, d'exprimer avec plus de sincérité et de clarté ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Ça permet aussi de communiquer de façon plus réfléchie, moins de façon réactionnelle. Vous savez, quand on est très énervé et que tout d'un coup, sur notre thermomètre émotionnel, on passe à 0 niveau colère et on passe à 8, 9, 10 sur 10 en niveau colère. Bon, là, au niveau cérébral, il y a le cerveau reptilien qui s'active et on est en mode fuite ou attaque et c'est la cata pour les relations humaines.
avec bien souvent après des regrets, peut-être même de la culpabilité. C'est vraiment pas le but. Et donc, une invitation à se responsabiliser, c'est-à-dire aussi à prendre en main notre vie pour trouver des stratégies et améliorer notre bien-être. Si vous connaissez l'approche Pareto, en gros, on va améliorer notre bien-être à 80%, et puis on va aussi solliciter les autres pour qu'ils y contribuent, mais pas de manière viciée ou pas en utilisant des jeux de pouvoir, mais vraiment en sollicitant les autres s'ils en ont l'élan du cœur. Voilà. Donc, ça vous permettra de mieux vous connaître, de modérer vos réactions, de prendre aussi de la distance, des fois pour reporter un échange si vous êtes trop énervé, puisque on peut différer. Je voudrais juste vous partager quelque chose qui me semble vraiment une clé essentielle, c'est le lien entre nos sentiments et nos besoins. On est habitué dans notre société à reprocher des choses à tout ce qui nous entoure, notamment parce que on manque d'informations et de connaissances sur nos émotions. Et finalement, à travers cette image que vous pouvez visualiser, eh bien en fait, vous pouvez prendre conscience que vos sentiments sont liés à vos besoins. Si par exemple, je suis avec un enfant qui joue de la musique et que je suis exaspérée, c'est parce que j'ai besoin de calme. Et comme mon besoin de calme n'est pas nourri, je suis exaspérée. Par contre, si j'ai envie de contribuer à son bien-être et que c'est moi qui lui ai acheté la trompette parce que j'avais vu chez des amis qu'il était content de découvrir un instrument de musique, à ce moment-là, je suis joyeuse parce que j'ai nourri mon besoin de contribuer au bien-être de mon enfant. Si, troisième situation, j'ai besoin d'amusement, j'ai besoin de me marrer, surtout en période de confinement, de développer de la complicité, eh bien, je peux en profiter pour danser, chanter avec mes enfants. Et à ce moment-là, je vais peut-être ressentir un sentiment d'excitation. Donc, vous pouvez le découvrir avec cette image. Nos sentiments sont liés à nos besoins. Et donc, finalement, on va pouvoir communiquer avec les autres en faisant beaucoup moins de reproches. Et ni aux autres, ni à nous-mêmes d'ailleurs, mais juste accueillir ce qui se vit. Et aller à la découverte, tels des aventuriers, à la découverte de nos besoins épanouis. Alors, voilà plein de freins à la communication qui nous créent de la pagaille, qui nous créent beaucoup d'inconfort au quotidien. Je vous propose d'activer les micros et d'échanger ensemble sur des exemples concrets. Je vais vous en partager, puis je vais vous inviter à faire de même. Il y a 10 freins à la communication qui sont évoqués par Marshall Rosenberg comme étant vraiment des grosses pollutions de notre bien-être et du lien à nous-mêmes et aux autres. Quand je me juge ou quand je juge les autres en disant ça c'est bien, ça c'est mal, ce que tu fais, eh bien en fait, je ne suis pas en lien. Je suis pas en lien avec les autres. Je suis pas en lien avec moi-même. Je me crée de la souffrance. Et du coup, ce que nous propose Marshall Rosenberg, eh bien en fait, c'est de réduire les jugements. Alors ça ne veut pas dire qu'on va réussir à les enlever tous, mais on peut s'amuser à les reformuler. C'est-à-dire développer notre attention. Tiens, je viens d'entendre un jugement, je vais le reformuler. Et donc finalement, quand une personne me dit que c'est mal de ne pas nettoyer sa maison à la serpillière 2 fois par semaine en période de confinement alors que je suis à la maison, en fait, je peux prendre du recul et me dire, non, moi, ça ne me pose pas de problème, c'est OK. En fait, je fais le choix, je décide de prendre du temps avec mes enfants ou prendre du temps avec vous ce soir plutôt que de réaliser cette tâche ménagère si je le souhaite. Je choisis la fréquence et il n'y a pas une fréquence pour réaliser le ménage. Même principe, si j'évoque un jugement vis-à-vis de mon conjoint ou vis-à-vis d'un enfant, du genre ça se fait pas de mettre des jouets partout dans la maison, eh bien en fait, c'est mon point de vue en fait, c'est juste je suis vraiment ennuyée, ça c'est mon sentiment, parce que j'ai besoin d'ordre ou parce que j'ai besoin d'être rassurée sur le fait que c'est pas moi qui vais tout ranger en fin de journée en tant que maman, par exemple. Est-ce que vous voulez me partager des exemples de jugement?
Voilà, je continue. Ce que je vous propose donc ensuite, c'est d'aller observer tout ce qui est de l'ordre de l'interprétation. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on interprète et finalement, ce n'est pas factuel. C'est le petit vélo dans la tête qui part à la recherche de scénarios. Et finalement, on peut se rendre compte, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, je me rends bien compte que si je laisse aller mon imagination, de par mon éducation, eh bien, j'interprète plus des choses à la négative qu'à la positive. Et du coup, eh bien, maintenant, je m'amuse à observer quand j'interprète en me disant, mais là, c'est moi qui me crée des histoires, c'est moi qui imagine. Et donc, je prends du recul et je décide de couper court à un certain nombre de mes interprétations parce qu'elles sont source de souffrance, en fait. Et même si je dis j'ai le sentiment, je sais pas, en pensant à une personne, si je me dis j'ai vraiment le sentiment qu'on me prend pour une conne, par exemple, eh bien en fait, c'est pas un sentiment, c'est pas au niveau du cœur que ça se passe, c'est vraiment ici, c'est moi qui suis en train d'interpréter parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans ce qui s'est produit en amont. Le troisième point, c'est la comparaison. Quand on se compare finalement, eh bien c'est plus enfermant dans la relation à nous-mêmes ou à l'autre que ouvrant. On a plus tendance à se comparer à la négative une fois de plus qu'à la positive ou à voir la comparaison comme une source de challenge et d'inspiration. Beaucoup de personnes se comparent en se disant qu'elles sont beaucoup moins, je sais pas moi, beaucoup moins douées, beaucoup moins rémunérées, beaucoup moins à l'aise, beaucoup moins ceci, beaucoup moins belles, beaucoup moins pédagogues, etc. Et finalement, l'idée c'est plutôt d'aller se connecter à l'envie. Qu'est-ce que j'ai envie au fond de moi? Et ce qui compte, c'est que chacun d'entre nous puisse nourrir ses envies pour développer ses compétences, pour s'épanouir davantage au fil des années. Et les étiquettes aussi, ça fait bien le bazar dans la relation. Identifier des exemples d'étiquettes que vous pouvez avoir sur vous ou sur un membre de votre famille ou sur des amis. À quel point le cerveau est habitué à étiqueter dès la plus tendre enfance. Étiqueter, c'est qui est le premier de la classe, c'est qui est le dernier. Étiqueter aussi à travers les frères et sœurs, quand nos parents soit nous comparaient, soit nous ont mis certaines étiquettes. Moi, j'avais l'étiquette de bâtard. J'avais l'étiquette de feignante à une période également. J'ai eu quoi comme étiquette de bordélique. J'ai eu l'étiquette de bordélique. Voilà, ça, c'est 3 étiquettes que ma maman m'a attribuées. Et je l'ai cru pendant longtemps. Et puis aujourd'hui, je me suis délestée de ces étiquettes. Alors, un petit exercice que vous pouvez faire, c'est d'identifier les étiquettes que vous êtes mis sur vous ou que les gens vous mettent sur vous. Et puis, vous pouvez le mettre avec des post-it, par exemple, que vous pouvez positionner sur vous avec un mot. Et ensuite, vous pouvez prendre ce post-it sur lequel vous avez écrit chacune de vos étiquettes. Exemple, voilà, j'avais l'étiquette de bavarde à l'école. Et donc, du coup, je peux très bien prendre l'étiquette et me dire, ça, c'était avant, quoi. Et en réalité, si j'ai envie, je pourrais au moins me créer les étiquettes que je veux. Mais l'idée, c'est d'en sortir de ces étiquettes parce qu'on est changeant. On n'est pas une étiquette, on est bien plus que tout ça. Les généralisations, ça fait aussi la pagaille dans la relation. Est-ce que en famille, avec vos amis, avec vos collègues, quand vous dites de toute façon c'est toujours pareil avec toi, t'écoutes jamais, on peut jamais faire des choses ensemble, c'est souvent moi qui fais ceci ou cela à la maison. Est-ce que c'est propice à la conversation, à la compréhension? Eh bien, l'idée, c'est d'apprendre à contextualiser notre message. Plus on sera précis, plus on en parlera au fur et à mesure, moins on va créer de ressentiment et plus ce sera facile à entendre pour celui ou celle qui reçoit le message. Et donc, ça permettra de rester en lien. C'est la même chose pour le langage binaire. Si je propose à quelqu'un 2 solutions, finalement, c'est un faible panel de stratégies, alors qu'en réalité, il y en a plein dans la vie. Je vous en donne un exemple simple. Moi, quand j'étais petite, j'entendais tu manges ou tu vas au lit? Autant dire qu'il n'y a pas vraiment le choix. Alors que Marshall Rosenberg nous apprend à travers la communication non violente
qu'on a toujours le choix. Même quand je me dis que je n'ai pas le choix ou que je ne prends pas de décision, je fais le choix de ne pas prendre de décision. Mais on a toujours le choix dans la vie. Autre frein à la communication, les reproches. Quand je me dis c'est de ma faute, c'est de ta faute, que je le dise verbalement ou que je le dise dans ma tête, eh bien en fait, je m'éloigne de l'autre. Et l'idée, c'est pas d'aller chercher c'est la faute de qui, c'est pas tellement ce qui va nous intéresser, c'est surtout où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de créer comme relation avec moi-même et avec les autres, pour être en lien. Le déni de responsabilité, c'est hyper présent dans notre société. On a appris énormément de codes de conduite à travers les il faut. Il faut bien faire à manger à ses enfants, il faut bien faire l'école à la maison. Bah oui, comme si c'était une obligation. Il y a des préconisations. L'idée, c'est de créer un lien avec les enfants, de garder un rituel, mais est-ce que tout le programme est à faire? Moi, je me pose vraiment la question et sincèrement, je préfère moduler et adapter pour rester en lien avec les enfants, de façon à ce que ce soit doux pour moi et doux pour eux. Du coup, on fait une partie du programme, mais on ne fait pas l'intégralité du programme. Ce qui compte avant tout, c'est que ce soit un moment agréable pour les enfants et pour le parent, qu'on puisse trouver des arrangements aussi entre conjoints par rapport à nos besoins en télétravail, pour que ce soit une période de complicité et d'harmonie et non pas de souffrance, en tout cas de l'unité, effectivement. Les exigences, c'est aussi des freins à la communication, ce sont aussi des freins à la communication. Quand on se menace les uns les autres, si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Et puis il y a toutes les fois où on ne le dit pas, mais on le pense. Et donc du coup, on s'éloigne. Quand on a du ressentiment, quelque chose qui nous dérange et qu'on n'ose pas le dire à notre conjoint, à nos enfants, à nos parents, à nos frères et sœurs, eh bien en fait, au final, on s'enferme dans des schémas qui nous éloignent les uns des autres. Et puis petit à petit, on parle moins, on est moins complice. Autre chose qui est un frein, c'est la culpabilité. L'idée, c'est vraiment de sortir de la culpabilité et donc, je vous invite à vous dire que ça sert à rien de se dire j'aurais dû ou j'aurais pas dû. L'idée, vraiment, c'est de pouvoir vous dire ok, ça s'est passé comme ça s'est passé. Je ne peux pas le changer, le passé. Donc, je ne vais pas me culpabiliser sur quelque chose de passé. Par contre, je peux y réfléchir pour en tirer des apprentissages, pour faire peut-être des choses différemment une prochaine fois. Peut-être parler différemment, peut-être me comporter différemment, peut-être réagir différemment en fonction d'un message que je reçois une prochaine fois. Mais la culpabilité ne fait qu'accentuer la souffrance et ne permet pas de s'améliorer, de progresser, de réfléchir. D'ailleurs, je reviens sur le déni de responsabilité plutôt que les il faut, je dois, qui sont des formes d'injonction hyper pesantes qui nous pèsent sur les épaules. Je vous invite à vous dire je choisis, je décide, j'ai envie. C'est important pour moi. Et donc, du coup, de remettre à l'honneur votre pouvoir de décision. Dernier point, les sacrifices. Eh bien, en fait, pour toutes les situations où vous faites les choses alors que vous n'avez pas du tout envie de le faire, vous êtes dans une forme de sacrifice. Et l'idée, c'est de réduire petit à petit les sacrifices et au contraire de choisir ce que vous avez envie de faire dans le respect de votre singularité, de votre personnalité, de votre sensibilité, dans le respect aussi de votre énergie physique, émotionnelle, et du coup, de pouvoir vous offrir une vie plus douce et plus harmonieuse. Est-ce que vous avez envie de partager quelques exemples sur ces freins à la communication? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous dites waouh, il y en a énormément que j'utilise ou que j'entends dans une journée? Si c'est le cas, je vous dis oui, parfaitement. C'est énorme, tous les freins à la communication qu'on peut entendre et exprimer dans notre quotidien qui nous éloignent de nous et qui nous éloignent des autres. Après, pour pouvoir être en relation et pouvoir avoir ce genre de discours, il faut que les personnes ou la personne ou le compagnon ou la compagne avec qui on vive soit quand même dans le même état d'esprit.
c'est compliqué quand on a des gens en face qui ne sont pas dans cette recherche et dans ce besoin de bienveillance. C'est difficile de leur parler au cœur et de leur faire entendre des choses. Avec le kidam dans la rue qui va vous agresser ou ça va être beaucoup plus compliqué de ne pas faire de reproches, de ne pas faire de menaces, enfin voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, j'entends et effectivement, j'entends peut-être une crainte sur les limites de cette approche à partir du moment où les gens qu'on côtoie ne font pas la formation. Moi, ce que je peux vous partager à tous, c'est que la relation change avec les autres à partir du moment où moi, je change déjà ma façon de me comporter, ma façon de penser, ma façon de communiquer. Et pour les différentes personnes que j'accompagne en formation chaque année, j'ai des retours en fait qui sont favorables. Une fois que les personnes s'entraînent, expérimentent au quotidien ce processus de communication où elles identifient les freins, où elles apprennent à se reformuler, etc., elles se rendent bien compte que ça adoucit leur vie et qu'il y a beaucoup plus de coopération et que c'est moins une communication en réaction et que même leur entourage s'agace moins, s'énerve moins. Aussi bien avec des collègues de travail, avec leurs responsables hiérarchiques, avec leurs conjoints, avec leurs enfants. Et du coup, je suis vraiment confiante sur le fait que ce soit d'une part accessible à énormément de personnes et que même si tout le monde ne se forme pas, ce n'est pas forcément un souci parce que plus moi je pratique et plus ça transforme ma relation avec les autres, moins il y a de quiproquos. Et puis, vous avez aussi la capacité à prendre du recul. Moi, il y a plusieurs mois, été insultée par une personne parce que j'ai pas vu un passage piéton et la personne était avec son enfant au bord du passage piéton. Oui, j'arrive. Bonjour et bienvenue. Et donc, Bonjour. finalement, ce qui se passe, c'est que la personne, bon, bah, elle m'a insultée, ok. Et moi, j'ai entendu l'insulte, mais auparavant, je me serais dit, mais c'est qui cette personne, pour qui elle se prend et puis j'aurais pu la traiter aussi, soit toute seule dans ma voiture, soit à voix haute par la fenêtre, soit même faire demi-tour et aller la voir. Et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, ça n'a même pas été une source de souffrance pour moi. Je me suis dit, waouh, la personne là, il y a des besoins qui n'ont pas été nourris chez elle. Et de manière très rapide au niveau mental, à force de m'entraîner maintenant, il y a énormément de situations où j'arrive à me dire, bah, si la personne elle me parle comme ça, c'est que franchement, elle a des besoins pas nourris, quoi. Et en fait, bah, là, le besoin pas nourri, c'est que la personne elle a besoin de sécurité physique. Peut-être qu'elle allait mettre le pied sur la route et je ne l'ai pas vu, donc potentiellement, ça aurait pu être peut-être dangereux, j'en sais rien. Et je peux tout à fait comprendre. Après, la façon dont elle s'est exprimée, c'est pas la manière de communiquer qui nous permet de nous comprendre le plus, effectivement. Mais ceci étant, j'ai la capacité, moi, à filtrer le message pour me limiter bien des souffrances. Et du coup, bah, je n'ai pas pris l'insulte personnellement, quoi. Je sais que ça lui appartient, en fait. C'est parce que bah, elle a eu peur, la personne. Et donc, du coup, bah, je reste en lien, mine de rien, avec la personne, au lieu de partir dans des injures, et puis où là, je m'éloignerai clairement, quoi. Est-ce que vous avez d'autres réactions? Est-ce que vous avez envie de partager vos impressions par rapport à ces freins à la communication? Est-ce que vous avez des exemples que vous avez envie de citer en vous disant ah ouais, j'en ai des bons là ces derniers jours, j'en ai des exemples. Mais du coup, moi, Florence, je suis d'accord avec ce que tu dis et c'est pour répondre à Alexandra aussi. C'est vrai que à partir du moment où on commence à communiquer de manière bienveillante, non violente, en effet, l'autre en face s'adapte parce qu'il se sent plus forcément agressé et du coup, les relations sont totalement différentes et évoluent parce que les gens se rendent compte que c'est plus agréable de communiquer de cette manière. Et du coup, c'est un peu dans le sens donner pour recevoir aussi. C'est comme quand tu disais donner de l'amour aussi. Si on donne de l'amour aux gens, les gens vont nous retourner cet amour aussi après. Et du coup, je trouve que c'est la même chose pour la communication. En communiquant de cette manière, les gens aussi s'adaptent.
Ouais, et même sur des relations courtes, c'est-à-dire des personnes que je connais pas et qui à un instant T, justement, s'énervent contre moi, quel que soit le motif, hein, j'aurais envie de dire. Euh, Même si je ne vais pas forcément à chercher à dialoguer parce que le ton peut monter, peut-être qu'il y a des personnes qui auront bu et que c'est une soirée un peu alcoolisée ou quoi qu'est-ce, et bien en fait, le simple fait de ne pas le prendre personnellement et de pouvoir comprendre que ça puisse déranger l'autre, euh, et bien en fait, d'entrée de jeu, ça manifeste, je manifeste une sorte de paix et de sérénité qui augmente mes chances que ça ne se termine pas en bagarre. Et du coup, effectivement, c'est plus doux, c'est une philosophie de paix, paix à l'intérieur de nous et aussi paix dans la relation à l'autre. D'autres réactions, d'autres partages? Ben, je vais quand même dire quelque chose, Florence, parce qu'effectivement, je te disais ça pour faire rebondir un petit peu les choses, mais en même temps, tu le sais pertinemment, dans mon milieu professionnel, j'ai eu l'occasion de mettre en place justement cette communication bienveillante. Et en fait, ça a été juste un effet boule de neige extraordinaire, hein, extraordinaire, où, où malgré tout, même si les gens en face de moi n'étaient pas dans le fait que moi j'ai changé, la communication a changé. Et le fait qu'effectivement, j'essaye très très vite d'avoir de l'empathie, très très vite de changer ma manière de voir les choses et de voir la personne et éventuellement si elle arrive avec une grosse pression, donc je le sens, on le sent, le fait de se dire c'est pas de ta faute, c'est pas contre toi, c'est pas et en fait ces petits déclics de cette communication là, ils sont juste extraordinaires. C'est d'une finesse, hein, et c'est juste un bonheur en fait quand on arrive et qu'on voit qu'en fait la personne en face qui n'est pas du tout dans ce move-là, la personne en face en fait se détend et finit par accepter, éventuellement même que tu lui dises non là sur ce coup-là je peux rien faire, mais en revanche voilà je propose ça. Et donc en fait tu lui dis non, mais du coup comme tu lui as dit non avec bienveillance ou en tout cas en ayant formulé les choses autrement que de lui dire non tu me fais chier, je peux pas. Là du coup, et ben ça t'amène à un sourire, ça t'amène à un d'accord, ok, merci, je reviendrai. Ça t'amène à des choses comme ça, alors qu'avant, c'était plutôt un peu violent. Donc, je trouve que effectivement, cette possibilité qu'on a tous et tous, elle est absolument extraordinaire, hein. C'est en chacun de nous. Ouais. Pour rebondir à ce que tu dis, Alexandra, c'est vraiment cette idée que quand on apprend à s'affirmer, à dire non, au lieu que ce soit un non de fermeture et où l'autre risque de se braquer, c'est un non avec un regard qui reste doux et un non qui peut être accompagné aussi d'une explication, c'est-à-dire c'est pas un non contre toi ou contre ta demande, mais c'est un non pour répondre à mes besoins. Et je peux peut-être t'aider si tu me demandes de l'aide, mais pas tout de suite. Et si tu as besoin d'aide, c'est pour quoi faire, tu as besoin de moi combien de temps, et maximum, c'est pour quel délai. Mais si tu me demandes de t'aider tout de suite, eh bien non, moi aussi j'ai un planning de travail, j'ai un rythme à respecter, j'ai besoin de concentration dans ce que je suis en train de faire là en ce moment, j'ai des priorités à arbitrer. Et donc effectivement, ça permet aux différentes personnes qui travaillent ensemble ou qui vivent ensemble de pouvoir se comprendre en fait beaucoup mieux et sans prendre des choses personnellement. Donc oui, c'est vraiment aidant et et oui, je suis heureuse de ces évolutions que tu as pu partager au niveau professionnel après avoir vécu la formation. C'est super. Chouette. Ouais, ouais. Est-ce que quelqu'un veut encore partager quelque chose ou bien on continue? Allez, on continue. Donc, je vous propose de faire un exercice sous forme de jeu. C'est d'identifier les 4 façons de recevoir un message pour prendre conscience à quel point on peut s'ajouter de la souffrance tout seul. Comment est-ce qu'on s'ajoute de la souffrance tout seul? Eh bien, en fait, dans les 2 premiers cas,
quand je me sens fautive ou fautif, eh bien, en fait, c'est que je suis en train de me juger. Ou bien quand je rejette la faute sur l'autre, c'est que je suis en train de juger l'autre. Alors, je vous propose d'identifier une situation qui a été désagréable pour vous et qui a occasionné chez vous des jugements. Soit des jugements de vous-même, soit des jugements de quelqu'un d'autre. Et donc, l'idée, c'est d'aller découvrir dans un premier temps ces 2 premières étapes pour prendre conscience à quel point, quand on juge, on augmente notre souffrance. On peut recevoir un message qui est inconfortable, quelqu'un qui nous dit quelque chose, ou quelqu'un qui dit quelque chose et moi je le prends mal ou je le prends personnellement. Ça m'appartient en fait finalement la façon dont je reçois le message. Je peux choisir la façon dont je reçois le message. Et donc, on va aller découvrir ces 4 façons de recevoir un message pour peut-être dire au revoir à la réception d'un message en mode je me juge ou je juge l'autre, pour aller vers d'autres approches qui sont l'auto-empathie et l'écoute empathique. Donc, qui veut partager un exemple de situation inconfortable qui a occasionné des jugements? Et est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous vous êtes dit en termes de jugement concrètement, en mode ouvrez les guillemets et si vous n'osez pas prendre la parole, eh bien moi je vous en donnerai un. Allez-y. Ok. Bon, bah, je vais vous donner un exemple. Exemple. Je passe devant un supermarché qui est près de chez moi. Il y a une quinzaine de jours. Et au vu du nombre de voitures que je vois sur le parking, eh bien potentiellement, j'aurais pu me dire, si c'était il y a plusieurs mois, plusieurs années avant que je pratique, sincèrement, en mode réactionnel, j'aurais très bien pu me dire, mais ils sont fous les gens, le parking il est blindé, il y a plein de monde, ils ne se rendent pas compte des risques qu'ils encourent. Ça va à l'encontre des préconisations de confinement. Jugement de l'autre. Et puis, potentiellement, dans la foulée, si c'est une pensée qui m'arrivait en ce moment, je pourrais me dire, juste après, oh ben, je suis qui, moi, Florence, pour juger? Et en plus, moi, qui anime des formations de communication consciente et bienveillante, bah, bravo, quoi. Et auquel cas, ben, quand je juge les autres ou quand je me juge moi, eh bien, je me crée de l'inconfort. C'est initialement, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ben, j'étais inquiète en voyant toutes ces voitures sur le parking parce que j'ai besoin de sécurité physique, santé. J'ai besoin aussi de contribuer au bien-être des autres. Et en fait, j'ai envie que chacun d'entre nous puisse rester en santé. Et du coup, voilà un exemple où si je juge l'autre ou si je me juge, eh bien, je me rajoute de l'inconfort. Alors que je peux juste aller accueillir ce qui se vit chez moi. Et donc, effectivement, si je vais à l'étape 3, en bas à gauche, d'auto-empathie, je peux entendre les sentiments et les besoins qui sont en moi. Et donc, du coup, quand je vois plein de voitures sur le parking, alors que les préconisations, c'est de s'espacer les uns les autres, d'éviter la proximité physique par rapport au risque de contagion, eh bien, en fait, je suis ennuyée, je suis inquiète, je suis mal à l'aise, parce que, comme je vous l'ai dit, oui, j'ai besoin de contribuer au bien-être de l'autre, j'ai besoin j'ai envie que chacun puisse se sentir en sécurité et en santé. Et là, je trouve pas ça du tout sécurisant. Mais c'est à moi que ça appartient en fait. Hein. C'est chez moi que ça se vit tout ça. Et du coup, c'est de la bienveillance et de la douceur à moi-même, parce que je ne me crée pas un poids lié au jugement que je pourrais avoir sur les autres ou au jugement que je pourrais avoir sur moi. Dans la 4e étape, c'est l'idée que si en amont, je m'offre suffisamment d'empathie, bien, je vais pouvoir en offrir aux autres. Et donc, du coup, là, ça devient une écoute empathique. Donc, si par exemple, quelqu'un me disait sur le parking,
ben moi, j'ai vraiment besoin de faire mes courses, j'ai plus rien pour pouvoir nourrir mes enfants, ma famille, ces prochains jours. Eh bien, en fait, c'est le fait d'accueillir que ben, c'est le choix de la personne et elle fait comme c'est bon pour elle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon de faire qui est mieux qu'une autre sur le principe. C'est juste que chacun fait des choix en fonction de ses priorités du moment, en fait. Et après, ben, rien n'empêche, si on est si on arrive à prendre de la distance, de réfléchir à quelles sont les stratégies qui me permettent de faire des courses et de me préserver au maximum au niveau de ma santé. Est-ce que je peux avoir accès à des gants? Est-ce que je peux limiter le nombre de fois où je vais faire des courses? Est-ce que je peux les faire dans des petits commerces où il y a moins de monde? Est-ce que je peux faire des courses avec mes sacs sans utiliser de caddie? Est-ce que je peux payer avec ma carte bancaire sans qu'il y ait d'utilisation de monnaie qui est une source de transmission de bactéries? Est-ce que je peux payer en sans contact et donc ou pas? Enfin, il y a tout un tas de stratégies qui peuvent être mises en place. Est-ce que je fais mes courses entre midi et 2 quand tout le monde mange et comme ça, il n'y a pas grand monde? Parce que moi, je peux respecter la distance vis-à-vis des autres, mais est-ce que les autres respectent la distance vis-à-vis de moi? Ben, des fois oui, des fois non, et ça dépend du comportement de chacun. Donc, c'est comment je me responsabilise et que je mets en place des stratégies pour me préserver au mieux, puisque c'est moi qui ai une forme d'inquiétude par rapport au risque euh, au risque d'attraper le Covid, par exemple. Est-ce que vous avez pu identifier une situation qui vous est personnelle sans pour autant la partager, mais juste pour évoquer si vous ressentez ou pas, à quel point, ben, quand vous vous jugez vous ou quand vous jugez l'autre, que vous rajoutez de l'inconfort et que ça, ben, en fait, on peut s'alléger la vie en arrêtant de juger, en fait, ou en limitant les jugements, en les réduisant et en les transformant, en se reformulant, en disant ben voilà comment je me sens parce que j'ai besoin, ou est-ce que l'autre se sent comme ceci ou comme cela parce que peut-être il a besoin de ceci et de cela. Comment c'est pour vous? Alors oui, bah, effectivement, oui. Voilà, moi, c'est vrai que moi, je pensais à une situation où j'avais du retard dans mes rendez-vous, donc où je recevais des patients. Et c'est vrai que la personne qui attendait a exprimé vraiment de la colère à ce moment-là. Et effectivement, après, moi, je me suis sentie fautive et voilà, j'étais vraiment dans un grand inconfort. Et finalement, le fait de voir ce schéma sous forme de dessin, est-ce que ça vous apporte de la clarté sur le fait que vous pouvez prendre du recul et quand vous observez que votre mental il commence à vous juger et à vous dire que c'est de votre faute, de vous dire c'est pas ça que j'ai envie de vivre, j'ai pas envie de chercher c'est la faute de qui. Moi, ce que j'ai envie, c'est juste d'être en lien, c'est-à-dire comment vous vous êtes senti et c'était quoi votre besoin à vous? Comment vous êtes senti quand la personne est Alors, moi, j'ai énormément culpabilisé en fait, hein. Et puis, comme la personne l'a dit de manière très agressive, oui, je me sentais vraiment très mal Ok. par rapport à ça. Alors, je vais vous tenter une reformulation. Est-ce que vous Oui. êtes senti mal à l'aise, ennuyé, frustré? Est-ce que vous êtes senti démuni? Est-ce que vous êtes senti seul? Parce que peut-être vous aviez besoin de compréhension, peut-être besoin de bienveillance, de douceur, de compréhension, que les rendez-vous Oui, actuels, en ce moment, ils sont plus longs quand il y a des rendez-vous médicaux, parce qu'il y a oui. des systèmes de protection qui font que les rendez-vous sont plus longs. Oui, effectivement. Enfin, voilà, je sais que pour ce rendez-vous, bah, voilà, c'est vrai que ça m'arrive en plus. Moi, ça m'arrive rarement d'être en retard. Et c'est vrai que oui, du coup, je me suis sentie, enfin voilà, je me suis pas sentie comprise.
Et alors que j'avais quand même tout un tas de raisons d'être en retard à ce moment-là, qui pour moi à la base étaient des raisons valables. Et c'est vrai que vu la réaction de la personne, je me suis sentie oui, vraiment, voilà, pas qu'il n'y ait pas d'écoute ou de compréhension en tout cas vis-à-vis de l'autre personne. Ouais. Alors, je rebondis sur votre partage. Quand vous ne vous sentez pas comprise, c'est pas une émotion au niveau du cœur, c'est au niveau du mental, le fait de se sentir compris. L'idée, c'est au niveau émotionnel, c'était comment? Au niveau de votre cœur, au niveau des émotions. Et ce sera davantage quelque chose comme je me suis sentie seule à ce moment-là. Est-ce que ça vous parle? J'étais ennuyée, j'étais mal à l'aise. Moi, je pense que j'étais très mal à l'aise. Ouais, ok. Ouais, je me sentais mal à l'aise, ouais. Et si vous exprimez, si vous imaginez que vous exprimez aux patients, j'entends ce que vous me dites et d'ailleurs, je me sens vraiment mal à l'aise du fait que ça vous crée autant d'inconfort. Est-ce que vous pensez que vous pouvez être plus en lien avec le patient que si vous lui dites ou si vous osiez lui dire là, moi, je ne me sens pas du tout comprise. Hein, je galère, je fais de mon mieux depuis ce matin, depuis plusieurs jours, et puis avec tout l'argumentaire qu'il peut y avoir à côté. Dans quel contexte est-ce que vous pensez que vous serez écouté avec davantage d'empathie et de bienveillance, en fait? Oui, je pense que ça aurait forcément un impact plus positif. Alors c'est vrai qu'après j'ai pu un peu identifier en fait derrière pourquoi est-ce que cette personne était vraiment embêtée que je sois en retard. C'est que derrière elle avait un autre rendez-vous et du coup je pense que voilà, elle était pas. Je pense que ça l'a stressée de se dire que du coup moi j'allais peut-être prendre plus de temps et qu'elle risquait d'être en retard du coup pour ce rendez-vous. Et c'est vrai quand quand j'ai pu lui dire qu'on pouvait finir à l'heure qui était prévue dans tous les cas, les choses se sont vraiment apaisées. Ok. Donc là, si je comprends bien, dans le cadre de la relation, même si vous avez ressenti de l'inconfort, vous avez pris des renseignements auprès de la personne, peut-être vous l'avez questionnée, vous vous êtes intéressé à elle et donc vous étiez en étape 4, vous avez eu une écoute de ce qui pouvait se vivre pour elle. Ça peut être est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ennuie particulièrement? Qu'est-ce qui fait que vous êtes très en colère? De façon à comprendre en fait d'où vient la colère de cette personne. Et puis une fois que vous connaissez son besoin de respecter ses horaires, parce qu'elle a d'autres rendez-vous et d'autres engagements ensuite, et une fois que vous lui proposez comme stratégie de respecter l'horaire de fin de rendez-vous, à partir du moment où elle vous donne son aval, et bien ça y est, c'est OK. Parce qu'en fait, vous êtes resté en lien, vous êtes intéressé à l'autre. Ouais. Voilà ce que Mais c'est vrai que j'entends. c'est pas forcément évident à faire parce que quand on se sent agressé comme ça, c'est pas toujours évident de se dire bon ok ça m'appartient, enfin de ne pas le prendre pour soi et de se dire ok si cette personne est en colère, c'est que derrière il y a quelque chose qui la touche et elle se sent pas voilà elle est pas à l'aise par rapport à quelque chose et qui va au-delà sûrement de juste des simples quelques minutes de retard. Donc, à travers ce que vous venez de dire, moi, je vous invite vraiment, hein, vous et tout le monde, à être responsable de vos sentiments et à ne pas être responsable des sentiments des autres. Dans notre société, on nous a appris qu'on était responsable des sentiments des autres. Et quand quelqu'un en face, comme dans les petites images de tout à l'heure, avec les trois situations, les sentiments de la personne avec l'enfant qui jouait de la trompette, les trois sentiments, ils sont différents, ils dépendent du besoin de la maman à ce moment-là. Et donc, quand la personne elle est en colère, c'est lié à ses besoins, elle, qui ne sont pas nourris. Ce n'est pas lié à vous. Ça veut dire que même dans un comportement qui vous convient, vous pouvez avoir en face de vous des personnes qui sont très en colère. Et soit parce qu'il y a des choses que vous avez dit, fait, pas dans le timing qui était prévu, effectivement. Mais il y a plein de situations où ce n'est même pas lié à votre attitude, mais que la personne en face de vous, elle a accumulé depuis le début de la journée un certain nombre de frustrations, d'inconfort, et qu'à un moment donné, ils ont gardé les informations pour eux. Et puis, quand le bouchon de la cocotte minute, il saute, et celui qui est en face, c'est celui qui
qui se prend, entre guillemets, les poubelles, qui se prend toutes les remarques et qui vit un moment très, très inconfortable. Donc, moi, je vous invite vraiment à faire le choix d'être responsable de vos sentiments, mais de ne plus être responsable des sentiments des autres. Et ça ne veut pas dire qu'on va renvoyer les autres dans leurs 4 mètres en leur disant bah, ça vous appartient, hein, parce que ce serait un peu brutal potentiellement, mais plutôt de se dire clairement, dès qu'il y a une situation très inconfortable pour moi par rapport à ce que me dit mon interlocuteur en face, ici le patient, et bien en fait, c'est juste de me dire ben, il a vraiment des besoins pas nourris, ce monsieur, ou elle a vraiment des besoins pas nourris, cette dame. Et du coup, ça me rend curieuse. Tiens, ben, quels sont les besoins pas nourris? Je m'intéresse à la personne. Et c'est plus facile de m'intéresser à la personne si je ne le prends pas personnellement. Parce que quand je le prends personnellement et que je me sens attaquée, ce qui n'est pas une émotion, hein, mais c'est juste mon mental qui a cette impression-là, ou que je me sens agressée, c'est aussi au niveau du mental, ce n'est pas une émotion et un sentiment clair et responsable. Parce que dans agresser, ça sous-entend qu'il y a un agresseur. Alors que c'est moi qui suis très gênée parce que j'ai besoin de compréhension, de bienveillance, etc. Donc, c'est réellement une invitation à prendre du recul, exactement comme dans les accords Toltec, à ne pas prendre les choses personnellement. Et du coup, ça va favoriser la relation parce que je vais pouvoir être à l'écoute de l'autre. Qu'est-ce qui se passe chez l'autre? Je n'ai pas besoin de me défendre, je n'ai pas besoin de savoir si c'est de ma faute, si c'est de sa faute, etc. Donc, je ne me mets pas en réaction. Je souris, Florence, puisque tu parles des accords Toltec, et je pensais bien que tu allais y arriver. Je pense que dans les accords Toltec, c'est un des accords les plus difficiles, le fait de ne pas prendre pour soi. C'est un des accords le plus difficile, je crois, parce que c'est compliqué effectivement, ben voilà, pour cette jeune femme de ne pas se prendre cette réaction hyper négative et stressante pour soi parce que elle était quelque part en retard. C'est très compliqué à un moment très vite de se dire non, c'est pas ma faute, enfin je dois pas le prendre personnellement, il est en colère ou il est ceci ou il est cela. C'est le plus compliqué de pouvoir vraiment être en réactivité à ce niveau-là. Mais quand on y arrive, c'est pas mal. Bon, après, faut pas non plus tomber dans l'averse en se disant toujours et tout le temps qu'on ne le prend pas pour soi. Ça fait un peu manfoutiste. Ça n'empêche pas la remise en question, hein, sincèrement. Hein, tout ça, c'est des histoires de perception et de croyances finalement. Mais une chose peut me paraître difficile à partir du moment où je ne suis pas habituée à le faire. Et donc, j'entends hein, quand à 2 reprises, vous me parlez de ça puisse vous paraître difficile. Il n'y a pas de souci, je l'entends parfaitement. Et d'ailleurs, tout ce qui est nouveau, dans un premier temps, paraît potentiellement difficile. Ceci étant, on peut aussi transformer notre façon de voir les choses. Je peux me dire que tout ce qui est inconnu et nouveau, c'est intéressant, c'est challengeant, et puis ça me connecte à quelque chose de très joyeux, à mon besoin d'espoir, à mon besoin d'optimisme, sur la façon dont on peut vivre autrement les relations humaines. Et du coup, ça me connecte même à mes valeurs profondes sur la façon dont j'ai envie de vivre avec moi-même et d'apprendre à m'aimer sans que ce soit un problème, comme si c'était égoïste. Non, c'est juste égocentré, c'est-à-dire apprendre à s'aimer pour tout ce que je suis, pour mes valeurs, pour ma sensibilité, d'apprendre à m'accueillir comme je suis, de manière inconditionnelle, sans condition, de faire ceci, cela, d'être comme ci ou d'être comme ça. Et de m'accueillir aussi avec un des accords Toltec qui est à chaque instant, je fais de mon mieux. Et mon mieux de ce matin, c'est pas le même que mon mieux de ce soir. Si là, je suis fatiguée, par exemple, je n'aurai pas la même capacité à prendre du recul si mes enfants ils me sollicitent ou pas. Alors que ce matin, peut-être, j'étais hyper disponible. Donc, moi, je vous invite vraiment juste à vous entraîner. Et en fait, plus vous vous entraînez, plus ça devient facile. Et dans la courbe de l'apprentissage, il y a 4 étapes. On dit première étape, je sais pas que je sais pas. Par exemple, je sais pas que j'ai des difficultés de communication et de dialogue et d'écoute. Ensuite, je sais que je sais pas. Donc, j'ai conscience de mes limites, de mes freins,
en communication. Et puis ensuite, je me forme, je m'entraîne. Et donc, je sais que je sais. Et puis, ben, jusqu'au jour où je ne sais plus que je sais, mais en réalité, je le pratique au quotidien. C'est devenu une habitude, comme pour conduire. Quand vous conduisez aujourd'hui, après plusieurs années d'expérience de conduite sur les routes, vous ne vous posez même pas la question que votre ceinture de sécurité, elle est déjà mise, le contact, vous l'avez déjà activé, vous avez peut-être déjà embrayé, vous avez déjà fait votre contrôle dans le rétroviseur et vous êtes déjà en train de décrocher et de sortir de votre voie de parking. Donc, c'est juste une histoire d'habitude. Notre cerveau, il a ce pouvoir magnifique de nous permettre d'apprendre des choses tout au long de notre vie. Et c'est une histoire de pratique. On crée des schémas neuronaux qui sont très étroits si on ne pratique pas et très larges si on pratique. Et donc, si par exemple, je réduis mes jugements vis-à-vis de moi et des autres en les reformulant en sentiments et besoins, eh bien, l'autoroute des jugements, elle va devenir une petite ruelle, voire même à terme un chemin en friche. Et puis, si je me mets à développer de plus en plus cette façon de penser, de communiquer qui est centrée sur les sentiments et besoins, alors qu'au départ, c'est un petit chemin, eh bien, ça va devenir une autoroute de l'auto-empathie et de l'écoute empathique. Tout est possible. C'est une histoire d'entraînement. Et ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile dans notre façon de penser. Alors, je vous propose de continuer. Donc, ce qui est proposé dans cette approche, c'est d'être à l'écoute de nos sentiments et de nos besoins, et donc d'aller écouter ce qui se vit à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe en moi, quoi? Et de réapprendre à écouter nos sentiments. Parce que si j'écoute mes sentiments au fur et à mesure qu'ils apparaissent, et que j'apprends à comprendre quels sont les sentiments qui me créent de la joie, de la sérénité, du calme à l'intérieur de moi et qui me créent de la satisfaction et du bien-être, quels sont les sentiments de colère, de peur, de tristesse qui sont liés à des besoins qui ne sont pas nourris chez moi, je me connais mieux et j'ai ainsi la possibilité de soit célébrer tous les besoins qui sont nourris et de profiter de la vie et d'augmenter ma perception du bonheur. Et en parallèle, dès que j'ai des besoins qui ne sont pas nourris, j'ai la capacité à y réfléchir. Et je peux y réfléchir parce que comme je développe mon attention à identifier ce qui est inconfortable pour moi et à m'entraîner au quotidien, eh bien en fait, je vais développer cette capacité à changer ma façon de penser. Et du coup, au niveau émotionnel, imaginez une échelle des émotions. Et bien dans cette échelle des émotions, vous pouvez très bien vous dire que quand une émotion s'active, elle monte petit à petit comme un escalier, quoi. Et en fait, peut-être que de 1 à 6, c'est OK, vous arrivez encore à réfléchir de manière objective, en prenant du recul. Par contre, quand ça monte très haut, un peu comme un feu tricolore, quand vous êtes en mode orange ou rouge, c'est plutôt en mode stop, 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 comme sur la route, quoi. Et en fait, là, c'est votre cerveau qui fait un stop. Il coupe son mode de fonctionnement et vous passez en mode cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, lui, il fonctionne que en mode réactionnel. Donc lui, il est en mode fuite ou attaque. Donc là, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus d'écoute. C'est en mode fuite ou attaque. L'émotion est tellement vive, tellement puissante que j'arrive plus à réfléchir. Et donc, du coup, comme à l'époque préhistorique, je suis toute seule devant un mammouth, et ben, je me fais la balle, je m'en vais vite fait. Ou bien, on est 25 devant un mammouth, et ben, on y va tous et puis on essaye de l'attaquer pour le ramener à manger potentiellement à l'ensemble de la tribu, quoi. Donc, l'idée, c'est de pouvoir être davantage à l'écoute de ce que nous dit notre corps, soit à travers des interprétations qui sont associées à des émotions inconfortables ou à des émotions confortables, soit à travers peut-être des tensions physiques. Vous sentez que vous êtes crispé des épaules, le poing qui se serre, les sourcils qui se froncent. Tout ça, ce sont des indicateurs en fait où on peut être à l'écoute de notre corps pour pouvoir mettre à plat nos sentiments et nos besoins et ensuite pouvoir les exprimer aux autres
et d'avoir ensuite une recherche collaborative de solutions qui soient bénéfiques pour améliorer notre bien-être sans nuire au bien-être des autres. Voilà. Et vous pouvez expérimenter de prendre du recul et de filtrer effectivement le message des gens qui vous entourent. Et plutôt que de se dire, je ne sais pas, si c'est un enfant, un conjoint, si c'est un collègue qui nous répète plusieurs fois la même chose, quelque chose qui lui crée de l'inconfort, quelque chose dont il est mécontent, et ben, au lieu de me dire, tiens, c'est un râleur, une râleuse, il n'est jamais content, jamais qu'un, une généralisation. Eh bien, en fait, je peux adopter la posture de la girafe. C'est le symbole qu'utilisait Marshall Rosenberg pour montrer qu'elle avait un grand cou, elle prenait le temps elle prenait de la hauteur, elle prenait le temps de mastiquer les choses et elle n'était pas en réaction. Et du coup, la girafe, elle va pouvoir s'intéresser à l'autre. Et dans cet exemple-là en image, c'est est-ce que tu es en colère parce que tu as besoin, de considération? Est-ce que tu as besoin de reconnaissance? Est-ce que tu as besoin… Et oui, moi, pour avoir animé une formation sur des personnes qui sont agents de caisse en hypermarché, de nombreux agents de caisse m'ont fait part de leurs besoins, par exemple, de reconnaissance. Et initialement, elles exprimaient beaucoup d'insatisfaction dans la relation professionnelle avec leur hiérarchie. Et puis, elles ont découvert pendant la formation que, effectivement, le besoin de reconnaissance n'était pas nourri suffisamment. Et elles ont découvert comment nourrir ce besoin de reconnaissance, déjà en s'offrant de la reconnaissance à elles-mêmes. Et donc, j'aurais proposé d'apprendre à se remercier pour plein de choses. Donc, elles se sont remerciées pour se lever chaque matin, pour offrir un sourire à chaque client, pour discuter avec les personnes qui sont des clients quand elles sentent que la personne n'a pas l'air d'aller bien, de s'intéresser à des personnes qui sont des clients réguliers et qui ont l'air d'être des personnes isolées, etc. Et du coup, elles ont donné aussi du sens sur pourquoi elles travaillent, pourquoi elles font ce travail pour nourrir leurs enfants, pour leur offrir des cadeaux, des fois des vacances, etc. Et donc, du coup, elles ont pu se connecter à toute la reconnaissance qu'elles peuvent avoir d'elles, pour leur présence, pour leur assiduité, pour leur capacité à remonter des informations dans une optique d'améliorer le fonctionnement de la structure et donc de l'engagement. Et puis après, on a vu comment on pouvait aider la hiérarchie dans la relation. Et donc, du coup, de pouvoir aussi remercier son manager quand il est dans une approche de coopération. Et puis, plus je vais le pratiquer avec lui, et plus à un moment donné, il y a des chances que lui aussi le fasse. Donc, plus on est nombreux à pratiquer la communication consciente et bienveillante, et plus on va pouvoir transformer le monde, clairement, et les relations humaines. Autre chose, sous forme d'image à nouveau, les jugements et les perceptions. Eh bien, en fait, plus vous allez pratiquer cette approche de communication consciente et bienveillante, et plus vous allez pouvoir prendre en compte cette vision des choses, c'est que derrière tous les jugements, s'ils sont négatifs, eh bien, c'est qu'ils se cachent un « s'il te plaît ». Donc, quand quelqu'un est en train d'être en colère, etc., on pourrait très bien reformuler la demande. Si je comprends bien, en fait, la personne est en train de me demander, pour reprendre l'exemple tout à l'heure du patient, le patient est en train de demander, s'il vous plaît, ce serait possible qu'on termine à l'heure qui était prévue parce que moi, j'ai d'autres rendez-vous. Et en fait, c'est juste qu'il n'a pas su le dire comme ça. Et derrière chaque jugement positif, eh bien, en fait, il se cache un merci. Et la personne, elle n'a pas su dire merci. Mais finalement, si je dis à une de mes amies merci pour le moment qu'on a pu partager entre copines en soirée, apéro, copines pendant le confinement, eh bien en fait, ce jugement positif, c'est en disant c'était trop chouette cette soirée entre filles, en fait c'est un merci. C'est un merci parce que ça m'a fait du bien, parce que ça m'a mis en joie, parce que ça a nourri mes besoins de partage, de complicité, de rigolade, etc., d'amitié. Voilà. Donc, c'est vraiment possible de prendre du recul et de… Alors, ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps et ça ne veut pas dire que tout le monde y arrive tout le temps. C'est une philosophie de vie, c'est une direction. Et il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, effectivement, mais ça permet, par exemple, de se poser, de mettre à plat
les observations factuelles, les sentiments, les besoins qui ne sont pas nourris chez moi, de façon à minimum poser à la fin de ma journée ou à la fin de ma semaine, et de ne pas embarquer sur mon dos des formes de boulets et qui grossiraient au fur et à mesure des semaines, et d'éviter de conserver des inconforts qui deviendraient des ressentiments et des poids dans ma vie. Et donc au moins de me délester de différents inconforts au fur et à mesure, quoi. Et rien qu'en ça, ça allège les épaules, ça me fait du bien, quoi. Donc voilà le principe des 4 étapes. Observation, sentiment, besoin et demande. Donc si je prends un exemple de ce qui se passe en ce moment, mais il y en a plein, observation factuelle, je vis avec des enfants, peut-être que je vois plein d'affaires, plein de jouets, plein de papiers dans le séjour, dans les chambres, y compris la mienne. Peut-être qu'en termes de sentiments, je suis agacée. Et peut-être que le sentiment des enfants, c'est qu'eux, ils sont super joyeux, pour intégrer les deux aspects, en fait. Mes besoins à moi, moi, j'ai peut-être besoin d'ordre et de responsabilisation. Responsabilisation dans le sens, j'ai pas envie de ranger les affaires de tout le monde, hein, voilà, les choses soient dites. Et eux, ils ont peut-être besoin de découverte, d'amusement, de mouvement, en fait. Et du coup, on va pouvoir, en famille, en discuter, définir le cadre du bien vivre ensemble, le cadre de ce qui est possible de faire, pas possible de faire, et d'en discuter pour montrer qu'il y a des choses qui sont faisables, mais c'est dans le respect de tout le monde, en fait. Et c'est pas juste pour respecter les besoins des enfants au détriment des parents, ni l'inverse d'ailleurs. Et de trouver une forme d'équilibre dans le respect des besoins de chacun. Donc du coup, peut-être on va définir le cadre. C'est quoi l'espace de liberté des enfants? C'est dans quelle pièce? Peut-être le jardin, la cour, leur chambre, qui sont des pièces individuelles et qui leur appartiennent, entre guillemets. Par contre, est-ce que c'est OK ou pas pour moi qu'ils aillent jouer dans ma chambre? Est-ce que c'est OK pour moi ou pas qu'ils aillent jouer dans le séjour, qui est une pièce de vie commune, etc. Et ça, on va pouvoir en discuter et argumenter avec les enfants sans pour autant l'imposer, leur dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de ne pas imposer et d'en discuter, je vais favoriser l'adhésion de mes enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours dire oui, hein, puisque c'est une demande, hein, ce n'est pas un ordre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'égal à égal et en essayant d'intégrer les besoins de chacun. Et donc, du coup, on sort de ces schémas où c'est prendre en considération les besoins de l'un et puis au détriment de l'autre, quoi. Donc, c'est OK pour jouer dans certaines modalités et c'est OK aussi pour qu'ils rangent leurs affaires après. Mais pas pour que moi, je range leurs affaires. Et si à un moment donné, je décide de les aider, ça peut être ponctuel, mais ce n'est pas systématique. Et c'est comme ça pour tout. Pour tout ce qui est de l'ordre du partage des tâches ménagères, pour tout ce qui est de l'ordre aussi, si on intègre le télétravail en ce moment, on peut définir les règles du jeu pour gérer au mieux la journée et que ce soit le plus agréable possible pour les uns et les autres. Parce que moi, personnellement, dans ma famille, en ce moment, on cuisine plus, donc ça prend plus de temps. En plus, avec les enfants, donc du coup, ça prend plus de temps parce qu'ils sont jeunes. Mon conjoint, il travaille en télétravail et aussi en déplacement physique parce que son activité est autour des produits alimentaires de première nécessité. Moi, je télétravaille aussi, j'accompagne en formation et coaching à distance et j'ai ajusté certains de mes accompagnements pour qu'ils puissent avoir lieu malgré le confinement à la demande de certains de mes clients qui m'en ont fait la demande. Et tout ça, ça prend du temps. Et puis, il y a l'école à la maison. Alors, autant vous dire que les journées, elles sont bien organisées et bien chargées. Par contre, c'est vrai qu'on a défini un cadre pour vivre ensemble de façon la plus complice et la plus harmonieuse. Et puis, chaque jour, on réajuste. On se questionne en fonction de notre énergie, en fonction de notre charge de travail, etc. Et du coup, rien n'est figé. On peut ajuster d'une journée sur l'autre pour rester en lien. Il y a des moments où j'ai plus de marge de manœuvre pour travailler un peu plus et parce que les enfants s'amusent davantage en autonomie sur un timing. Puis il y a d'autres moments où je vois clairement que ça me crée de l'inconfort parce que
du coup, ils se mettent à dépasser un certain nombre de limites et que c'est pas forcément évident pour eux de les appliquer. Et du coup, ben, j'ajuste. Mon conjoint aussi, il ajuste et ça fait partie de la vie. On est en perpétuel ajustement, j'aurais envie de dire. Dans tous les cas, si vous voulez gagner en clarté quand vous formulez une demande, l'idée, c'est vraiment d'oser dire ce que vous souhaitez, ce que vous aimeriez, plutôt que de dire ce que vous ne voulez pas. Parce que quand vous dites ce que vous ne voulez pas, ça manque de clarté. Et donc, en plus, quand ils sont petits, les enfants, ils n'entendent pas la négation, ils n'entendent pas le ne pas. Donc, eux, ils entendent que c'est OK, quoi. Donc, techniquement, il vaut mieux que je dise à mes enfants que c'est OK pour qu'ils puissent courir, chanter et crier dans la rue et dans le jardin, plutôt que de leur dire tu ne peux pas crier, chanter et courir dans la maison. Parce que eux, ils entendent tu peux courir, chanter et crier dans la maison. Parce qu'ils n'entendent pas la négation quand ils sont tout petits. Donc, autant dire ce qu'on veut. Ce sera beaucoup plus clair pour la personne en face. Et puis, l'expliquer, l'argumenter en disant le but, c'est pas que ce soit à ton détriment, mais c'est pas OK que moi, j'en subisse les conséquences en fait des choix des autres. Et donc, apprendre à ce que chacun se responsabilise de plus en plus. Je vous propose d'aller voir un peu plus près les besoins. Et donc, à travers les cartes que vous pouvez voir en ce moment, est-ce que vous pouvez me dire, au vu des 8 besoins qui sont là, est-ce que certains besoins sont nourris ou pas? Et de manière générale, quels sont les besoins qui sont nourris pour vous à travers le confinement? Et quels sont les besoins qui ne sont pas nourris? Je vais vous montrer d'autres fiches, d'autres cartes des besoins pour que vous puissiez identifier quels sont les besoins nourris et quels sont ceux qui ne sont pas assez nourris. Besoin d'harmonie, besoin d'échange, besoin de rire. Besoin de partage. Besoin de sécurité. Quand on parle de sécurité, il y a plein d'aspects. Sécurité physique, émotionnelle, psychologique. Sécurité financière. Sécurité de mon intégrité. Vous avez aussi le besoin de toucher. On parlait tout à l'heure d'une personne. Besoin de sagesse, besoin de fantaisie. Besoin d'attention peut-être à travers le confinement. Est-ce que c'est nourri, pas nourri? Identifier les besoins nourris et ceux qui ne sont pas nourris à travers cette période-là de confinement. Votre besoin d'évacuer, est-ce qu'il est nourri ou pas nourri? Peut-être que d'habitude, vous avez une activité physique, sportive, qui vous permet d'évacuer, de vous défouler. Et puis en ce moment, est-ce que vous arrivez à la faire, pas à la faire? Est-ce que vous avez trouvé des stratégies créatives qui vous permettent de faire du sport, d'évacuer à travers des activités de ressourcement, éventuellement aussi? OK. Est-ce que votre besoin de calme, il est nourri? Est-ce qu'il y a des moments où c'est moins nourri en fonction de si vous êtes nombreux en famille? Est-ce que le besoin d'affection, il est nourri ou pas? Du coup, est-ce que si vous habitez en couple, est-ce que vous avez plus de temps pour nourrir votre besoin d'affection? Peut-être le besoin de complicité également. Est-ce qu'en ce moment, vous nourrissez votre besoin d'expression de vous-même à travers peut-être des réseaux sociaux, à travers le fait de prendre le temps, d'appeler des amis, des personnes qui vous sont chères, alors que d'habitude, vous êtes plus speed quand vous travaillez, je ne sais pas, ça dépend si vous êtes en télétravail ou pas, si vous en avez la possibilité, ça dépend si vous avez l'école à la maison ou pas. Je pense qu'en fait, en ce moment, tu m'entends? Oui. Il y a un besoin qui est nourri, c'est que qui que tu appelles, ou qu'il soit quoi qu'il se passe, en fait, on te répond. Est-ce que c'est possible, excuse-moi, est-ce que c'est possible de parler un petit peu plus fort ou plus près du micro pour qu'on puisse tous bien entendre? Alors, tu m'entends là ou pas? Oui, c'est vraiment beaucoup plus audible et agréable pour moi. Merci. Ok. En ce moment,
c'est quelque chose assez troublant. D'habitude, quand tu appelles les gens, ils sont toujours très occupés à droite, à gauche, au travail, à faire des courses ou autre. Et là, il y a un besoin qui nourrit, c'est-à-dire que qui tu appelles à quelque moment que ce soit, à qui tu envoies des messages ou autre, il y a des réponses immédiates, quasi immédiates. Bon, après, on ne pose plus la question t'es où, puisqu'on sait qu'on est tous chez soi. Mais après, sur le fonctionnement, on fonctionne complètement différemment et il y a une, une écoute beaucoup plus intense qu'avant. Et c'est extrêmement agréable. Et, et du coup, est-ce que ça te met en joie d'avoir des temps de partage et d'avoir plus de disponibilité, de te rendre compte que il y a plus de temps et plus de disponibilité de la part des autres et de toi-même? Ben, en fait, c'est toute l'aberration de ce moment que l'on vit. C'est que en fait, on est isolés et loin les uns des autres et on s'est énormément rapprochés. D'accord. Est-ce que tu peux me le dire à la première personne? Je suis en ce moment isolée et Eh ben, je suis en ce moment isolée et ben, je vais citer un exemple, quelque chose de frappant. J'ai fêté mon anniversaire hier et je pense que c'est un des meilleurs anniversaires que j'ai pu fêter parce qu'en fait, il y a eu vraiment un front d'amitié, d'affection qui s'est créé. Et toute ma journée, elle a été absolument enjolivée par tous ces échanges que j'ai eus avec des gens partout dans le monde d'ailleurs, hein, mes copains qui sont partout dans le monde. Et c'est vrai que je veux dire, des anniversaires, on en a tous les ans, mais celui-ci, il avait une saveur encore plus savoureuse parce que j'étais isolée, seule, mais qu'en fait, je me suis sentie complètement épaulée par énormément d'amis. Et cet isolement me provoque encore plus d'affection en fait par rapport aux gens. Et j'apprends à trouver ça encore plus savoureux. ok, merci. Qu'est-ce que vous avez d'autres comme besoins qui sont nourris ou qui ne sont pas assez nourris? Pas pendant l'intégralité de la période de confinement de ces dernières semaines, mais par moment en fait, ou sur la journée d'aujourd'hui, ou sur les derniers jours. Bah alors moi, à l'inverse, c'était mon anniversaire il n'y a pas très très longtemps non plus. Mais moi, ça n'a pas été un très bon anniversaire finalement. Parce que, bah, alors, pas par faute d'attention, j'en ai eu beaucoup. Ça m'a énormément touchée, mais j'ai pas su comment gérer ma journée avec à la fois ce que j'avais projeté moi dans ma journée. Je m'étais dit, je vais me faire ci, je vais me faire ça, je vais me préparer un bon repas, même si je suis toute seule. Voilà. Et en même temps, j'ai eu beaucoup de sollicitations. Et du coup, j'arrivais pas à gérer ces sollicitations et ces besoins finalement aussi de me retrouver avec moi et de faire voilà et du coup je culpabilisais sur le fait que oh mince, je réponds pas aux gens alors qu'ils pensent que je suis toute seule et que j'ai pas d'excuses parce que là je suis censée être confinée, enfin voilà, j'ai pas su gérer cette journée-là et c'était compliqué en fait pour moi ouais, c'est ce moment-là avec beaucoup d'interprétations aussi et de me sentir fautive, je ne sais pourquoi, mais en tout cas, voilà, c'était compliqué à ce moment-là, bizarrement. Non, tu as eu un mauvais anniversaire parce que tu n'as pas eu de cadeau. Alors là, pas du tout. Il n'y a pas d'histoire de bon ou de mauvais, sinon on est vraiment dans le jugement. Ce qui se passe là vraiment, c'est cette histoire de se réapproprier le fait de choisir nos priorités. Et on peut tout à fait choisir comme priorité que là, ça me tient vraiment à cœur de me faire un bon plat et je me suis acheté les ingrédients pour et des choses que j'aime particulièrement, peut-être qui sont hyper saines pour ma santé, etc. Et j'ai envie de répartir quel temps je consacre à discuter au téléphone avec les gens que j'aime et qui m'aiment et qui m'appellent
Et aussi, combien de temps je m'accorde pour préparer ce repas. Et aussi, je peux faire le choix de laisser quelques appels sans décrocher et que je prendrai le temps de les rappeler demain. Et en fait, il n'y a aucune situation qui fait que potentiellement je dois répondre tout de suite. Moi, je me rappelle au tout début qu'on avait les téléphones portables, ma maman qui insistait des fois et qui me disait mais comment ça se fait que tu réponds pas parce que le téléphone portable, tu l'as tout le temps avec toi. Et en fait, que j'ai le téléphone portable tout le temps avec moi ou pas, ce qui en plus n'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisque je passe même certains week-ends sans téléphone portable pour faire une coupure de façon à limiter mon addiction au téléphone, aux réseaux sociaux et tout le tintouin. Eh bien, en fait, je lui explique juste que je fais le choix de répondre ou de ne pas répondre et que ce n'est pas contre elle. C'est juste pour moi me respecter par rapport à toutes les choses que j'ai prévu de faire dans ma journée. Et que je vive seule ou que je vive accompagnée, j'ai envie de me respecter. Et c'est pas contre l'autre, c'est juste pour que ce soit, c'est juste pour que je vive bien en fait. Donc, si l'autre, ça lui crée une frustration, ou si l'autre, il n'aime pas mettre des messages, ou si, on revient dans l'histoire des jugements. Quels sont les motifs qui font que je dois décrocher ou pas décrocher? Non, mais on peut juste choisir de décrocher ou de pas décrocher. Et c'est OK. Mais du coup, comment on fait dans ces cas-là pour pas ressentir de la culpabilité? Parce que là, finalement, pour son anniversaire, elle avait elle avait ce besoin de se retrouver elle et de faire des choses qui lui plaisaient et pas forcément de répondre à tout le monde. Mais derrière, il y avait quand même cette culpabilité de se dire, oui, mais je fais ce choix-là, donc est-ce que c'est pas un peu, enfin, je sais pas égoïste, mais de dire je pense à moi et finalement les autres m'appellent, ils veulent me donner de l'attention et là je fais le choix de ne pas répondre. Comment faire en fait pour pas ressentir cette culpabilité-là? En fait, c'est l'idée de transformer certaines pensées qui sont des pensées limitantes, qui sont des conditionnements en fait. On a bien appris que si on n'était pas agréable pour les autres, on était une vilaine fille, que c'était pas bien. Et ça, c'est de l'ordre du jugement en fait. Et si on se déleste de la part du jugement, il n'y a pas à se culpabiliser. Je peux très bien être fière, elle peut très bien, la personne, être contente l'année prochaine et fière de, de, de s'offrir sa propre priorité. Et elle peut très bien potentiellement faire le choix d'évoquer aux gens qu'elle aime l'année prochaine, la veille ou l'avant-veille, de mettre peut-être même un message à ses amis en disant je me suis concocté une petite journée pour moi pour mon anniversaire, je ne serai pas particulièrement disponible. Aussi, je me régalerai de pouvoir avoir vos appels téléphoniques le lendemain de mon anniversaire ou la veille, et ce sera génial. Et voilà. Et quelle stratégie je mets en place concrètement? Et c'est un exemple, mais je peux en développer d'autres. Je peux aussi juste ne pas répondre à la dernière minute et puis quand je prendrai le temps d'appeler le lendemain, de dire d'un côté j'étais contente parce que j'avais envie de faire des choses et du coup je me suis accordé ma priorité. Puis d'un autre côté, j'étais aussi frustrée parce que d'un côté je me disais bah ouais mais je pourrais te répondre et puis je ne l'ai pas fait. Et vous allez pouvoir vous rendre compte que la personne en face, la plupart du temps, si vous lui exprimez votre malaise, la personne en face, elle va pouvoir vous dire ah ben non, mais c'est pas si tu réponds pas, t'inquiète pas, de toute façon, je sais que voilà, je sais qu'on est amis, je sais qu'on s'aime, et on aura l'occasion de s'appeler quelques heures après, quoi. L'amour, c'est pas tout de suite et maintenant, quoi. L'amour, c'est quand je suis OK pour le recevoir, quoi. Oui, c'est ce qui s'est passé de toute façon. C'est ce qui s'est passé de toute façon parce que j'ai pas effectivement pu répondre à tout le monde sur l'instant et voilà, donc j'ai pris le temps après les jours qui ont suivi à rappeler ou répondre aux messages voilà tranquillement et voilà, mais c'est juste sur le moment, c'est vrai que c'était pas des choix forcément évidents et oui, effectivement, il m'a fallu quand même du temps pour admettre que ben oui, j'ai le droit de pas répondre tout de suite et, et voilà, et que ça changera pas si je réponds après ou voilà, et que les gens peuvent comprendre. Et j'aurais même envie de rajouter, les personnes peuvent comprendre ou pas, et ça leur appartient,
c'est leurs émotions et c'est dit avec douceur. Et ce qui compte, c'est que vous puissiez choisir ce qui est juste pour vous, en fait, pour vous offrir de l'amour à vous-même et pas pour être à la recherche d'offrir de l'amour aux autres pour après s'aimer soi-même, quoi. C'est ce qui me marque là dans votre partage, c'est vraiment une injonction. Il faut répondre, je dois répondre. Les gens appellent, je dois répondre. Comme s'il y avait une obligation. Si on m'appelle, ben, je dois répondre. Et en fait, c'est l'idée de sortir de ce déni de responsabilité qui fait que je ne prends pas ma part de responsabilité de dire je choisis de répondre ou je choisis de ne pas répondre. Et il n'y a ni une approche qui est bonne ni une approche qui est mauvaise en fait. Ce qui compte, c'est juste que vous fassiez votre choix et que vous puissiez l'assumer et bien vivre vos choix pour ne pas culpabiliser. Et ça, en fait, ça s'apprend. C'est de sortir de toutes ces pensées qu'on peut avoir qui sont de l'ordre de il faut, je dois. Et en fait, entre nous, qui a défini il faut, on doit? Alors, des fois, c'est une norme, c'est une majorité de personnes. Enfin, on est tous des êtres uniques et différents. Et on peut tous s'écouter en fonction de ce qu'on ressent à un instant T. Et on n'a pas le même mode de fonctionnement à chaque instant, chaque jour, chaque année. On est en perpétuelle évolution. Et puis, ça va dépendre de si on est disponible, pas disponible, reposé, fatigué. Ça va dépendre de plein de choses, en fait, dans notre journée. Et du coup, voilà, de réapprendre à se respecter. Je sais que enfant, on a été assez nombreux à entendre le fait d'arrêter de penser à nous et de faire un peu pour les autres. Mais au final, avec les années de conditionnement et d'éducation qu'on a pu recevoir dans notre société, eh bien, beaucoup de personnes font attention aux autres, au bien-être des autres, mais au détriment du leur. Et ça, c'est pas OK parce que c'est une histoire de déséquilibre. C'est pas le bien-être des autres au détriment de moi, c'est le bien-être des autres et le bien-être de moi. Du coup, je peux me respecter et me faire connaître des autres pour que les autres ne le prennent pas mal, en fait, pour que les autres puissent comprendre comment je fonctionne. Et qu'on peut fonctionner différemment, mais on peut apprendre à se connaître et à s'aimer dans nos différences, parce que la différence est une richesse. Donc oui, je vous invite vraiment à sortir de la culpabilité. Les je devrais ou les j'aurais dû, ça ne sert à rien, parce que les j'aurais dû ou j'aurais pas dû, c'est lié au passé. Le passé, vous ne pouvez pas le changer, donc ça ne sert à rien de se prendre la tête. C'est vraiment l'idée de se dire, bah, dès que ma tête m'envoie le message, ah, t'aurais dû, dès que j'ai mon mental qui me dit ça, ma petite voix là, c'est de me dire potentiellement, mais non, mais j'ai pas envie de me culpabiliser. Si je l'ai fait, c'est qu'à ce moment-là, c'était OK pour moi de le faire et que je me suis écoutée et respectée. Donc, je suis contente de m'être respectée, écoutée. Et du coup, de réapprendre à écouter la part de nous qui est de l'ordre de l'instinct et notre ressenti du moment. C'est-à-dire d'y aller si j'ai l'élan et pas de le faire par obligation ou par crainte des conséquences ou par risque de reproche si quelqu'un m'en faisait un. Et c'est vraiment cette idée-là. Et donc, on peut ne pas prendre personnellement les reproches des autres, on peut faire les choses par envie, par élan, et pas par obligation. Et plus on fait ça, et plus on s'allège, et plus la vie est riche de sens, plus on se respecte. Yes. Ok. Alors, je vous propose de continuer, sachant qu'à travers vos partages, on voit que certains besoins peuvent être nourris ou pas nourris, et que finalement, quand le besoin est nourri, dans le premier exemple, ça crée de la joie, beaucoup de satisfaction, etc. Et puis quand les besoins ne sont pas nourris, eh bien, ça crée de l'inconfort, voire de la culpabilité. La culpabilité, pour info, ce n'est pas une émotion primaire, c'est ce qu'on appelle une émotion secondaire, c'est-à-dire c'est un schéma de pensée qui est lié à notre éducation, au fonctionnement de pensée. Mais les émotions primaires, on reste juste sur peur, colère, tristesse, joie, quoi. Donc, c'est lié à des façons de penser, c'est lié à des croyances, c'est lié à des mécanismes éducationnels, sociétals, etc. Je vous propose maintenant de regarder ces cartes. Il s'agit de différents petits bonheurs
Et donc, si à travers ces cartes, ce sont des petits bonheurs, ben, ça sous-tend que les besoins sont nourris. Et je vous propose de travailler sur les besoins pour apprendre à les connaître parce que les besoins, c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce que quand j'identifie les besoins qui sont nourris chez moi, je peux célébrer la vie, développer des pensées en conscience sur le remerciement, sur la gratitude et j'augmente ma perception du bonheur. C'est aujourd'hui scientifiquement prouvé. Ça m'amène du sourire aussi et ça augmente donc ma perception du bonheur. Et quand c'est pas nourri, eh bien, ça me donne des informations pour que j'aille chercher de manière créative des idées de solutions pour pouvoir retrouver de la paix, de la joie et de l'harmonie. Donc, à travers une de ces cartes-là, choisissez celle qui vous intéresse. Je vous propose de me dire, à votre avis, quels sont les besoins qui sont nourris dans l'exemple que vous choisissez. Prenez-en une et puis on en parle. Alors moi, pour le besoin de méditation, ça m'évoque plutôt le besoin de se recentrer sur soi, de centrage. Je ne sais pas si c'est ce qui était... Il y avait une carte qui évoquait ça. Ouais. Donc, ça nourrit un besoin de recentrage. Ça peut nourrir plusieurs besoins éventuellement et des besoins différents en fonction des personnes. Ça peut être un besoin de calme, un besoin de solitude, un besoin de ressourcement. Si je le fais en pleine nature, dans un jardin, ça peut être aussi en même temps nourrir un besoin de connexion à la nature, etc. Donc, ça peut être lié à un ou plusieurs besoins. Quoi d'autre? Merci. Qu'est-ce que vous voyez? Le bonheur, c'est danser le tango, c'est un besoin de partage? Ça peut être un besoin de partage. Qu'est-ce que ça peut être d'autre comme besoin qui est nourri? Danser le tango ou danser de manière générale, hein? À travers le partage, de façon plus précise, on peut être sur le besoin d'amusement, on peut être sur le besoin d'apprentissage, si je ne sais pas encore le danser, le tango, et que je suis en train d'apprendre. Ça peut être un besoin de complicité, parce qu'il y a de la complicité. Ça peut être un besoin de sensualité à travers le tango. Ça peut être un besoin d'amusement, etc. Et donc, il y a plusieurs besoins qui peuvent être nourris, et puis les besoins qui sont nourris peuvent être différents d'une personne à l'autre, en fonction aussi de ce que j'ai vécu dans ma journée et de ce que ça m'apporte de le vivre. Un autre exemple? Le bonheur, c'est de défendre une cause. Et bien, par exemple, en cette période de confinement, moi, j'en profite pour consulter différentes pétitions citoyennes sur des thématiques qui me tiennent à cœur. Et du coup, c'est vraiment un petit bonheur pour moi parce que ça me permet de nourrir mes valeurs, de défendre les causes qui m'animent et donc ça nourrit mon besoin de sens, donner du sens à ma vie. Et puis, ça nourrit aussi mon besoin d'action, c'est-à-dire comment je peux agir à ma mesure tout en étant en confinement pour pouvoir exprimer ma voix de citoyenne. Voilà. Ok. Alors, je vous propose un partage sur les émotions en quelques minutes. Je vous enverrai le lien de cette vidéo parce que je vois le temps qui passe et qui file. Et ce que j'ai juste envie de vous partager, c'est ce dont on a déjà parlé ensemble. C'est tant qu'on n'a pas découvert ce processus de communication consciente et bienveillante, eh bien, on peut être dans une forme d'esclavage affectif, c'est-à-dire qu'on se croit responsable des sentiments des autres. Et c'est hyper pesant à vivre. Et donc, l'idée, c'est qu'en vous formant et en pratiquant la communication consciente et bienveillante, vous pouvez prendre conscience que vous êtes responsable de vos sentiments, mais pas des sentiments des autres. Et donc, vous pouvez aller vers ce qu'on appelle la libération affective, c'est-à-dire
de réagir aux besoins des autres quand les autres sont insatisfaits de certaines choses, par bienveillance et par élan, c'est-à-dire de faire les choses ou de faire des choix sans crainte des conséquences, sans culpabilité, sans honte, parce que vous le faites quand vous avez envie. Et donc, vous vous reconnectez à vos envies, à vos sensations, à votre rythme, à votre sensibilité. Et en ça, c'est juste. Et ça apporte beaucoup de satisfaction et beaucoup de sens à la vie. Et dans l'approche de la communication consciente et bienveillante, l'idée, c'est vraiment de développer une posture d'adulte à adulte, quelles que soient les différences d'âge entre les personnes. Ce n'est pas une histoire d'âge, hein, quand je vous fais le parallèle avec l'analyse transactionnelle. C'est juste qu'on peut développer une posture d'adulte à adulte entre nous et de sortir de ces schémas de jeu de pouvoir où quelqu'un se positionne en persécuteur et où du coup, ça favorise en face de la relation un comportement de soumission ou de rébellion. Et si on arrêtait de vouloir aussi sauver tout le monde et déjà apprendre à être adulte avec nous-mêmes et prendre soin de nous, et petit à petit, après, prendre soin des autres autour de nous, mais sans imposer les choses aux autres, sans imposer notre vision du monde aux autres, juste en nous exprimant, en vivant ce qu'on a envie de vivre et aussi en développant une ouverture d'esprit à la différence. Si d'autres personnes veulent vivre différemment, sortons de la comparaison entre frères et sœurs, sortons de la comparaison entre collègues, sortons de la comparaison, je sais pas, entre copines, etc., entre mecs, simplement parce qu'en fait, ce qui compte, c'est que chacun soit heureux dans ce qu'il vit, quoi. Et tant mieux qu'on soit tous différents. On a tous les mêmes besoins, on a tous les mêmes sentiments, le même panel, mais on est tous uniques. Et ce qui compte, c'est que chacun trouve son bonheur en nourrissant ses besoins avec ses propres stratégies. Et donc, c'est vraiment cette idée de pouvoir sortir de schémas de persécution et aussi de sortir d'une attitude où on pourrait se sentir victime, comme si on ne pouvait rien faire, rien changer. On peut changer énormément de choses pour créer notre bonheur. On peut sortir de la culpabilité. On peut faire des choix et les assumer et être différent des autres et assumer notre part de différence et de singularité. Ce qui compte, c'est que chacun puisse trouver son bonheur et sans imposer notre vision des choses. Il y a autant de visions potentiellement que d'êtres. Donc, je vous rappelle les 4 étapes de la communication consciente et bienveillante. L'idée, c'est de communiquer avec des observations factuelles, donc des faits précis sur ce que vous avez pu voir, entendre, et de réduire ou de reformuler les freins à la communication, qu'ils proviennent de vos pensées, de vos paroles ou des paroles des autres. Et donc, si quelqu'un me dit, de toute façon, Florence, tu es toujours en retard, par exemple, ce qui m'arrive pas en plus, si je prends des rendez-vous professionnels ou même personnels, eh bien, je pourrais juste reformuler en disant est-ce que le fait que je sois arrivée 5 minutes en retard aujourd'hui à la garderie pour récupérer les enfants, est-ce que vraiment ça vous met en colère? Est-ce que ça vous ennuie fortement? Parce que peut-être que je peux comprendre, hein, peut-être que vous aviez un rendez-vous et du coup, ça vous met en retard, ça vous presse. Et moi, je peux me faire la demande et je peux l'évoquer à l'autre que je vais prendre garde à venir chercher les enfants un quart d'heure, 20 minutes avant la fermeture plutôt qu'à l'heure de la fermeture. Parce qu'à quelques minutes près, un appel téléphonique et un petit temps de travail supplémentaire et hop, je ne suis plus dans le délai, par exemple. Et je n'ai pas envie de créer de l'inconfort à la personne, j'ai envie de me responsabiliser, donc je l'intègre. Donc, je vous invite à vous entraîner à reformuler les freins à la communication. Vous pourrez accéder à cette vidéo à travers ma page Facebook et aussi à travers la page Facebook de la ville de Saint-Paul. Et je vous invite à identifier les sentiments et les besoins. Et pour vous aider à cela, si vous le souhaitez, vous pouvez me communiquer par mail. Vous pouvez me communiquer par mail ou par message privé sur Facebook votre adresse mail en me disant que vous aimeriez bien recevoir des cartes sur les sentiments et sur les besoins.
Et je me ferai un plaisir de vous envoyer des liens qui vous permettent d'imprimer des cartes, des sentiments ou des besoins, soit à travers des cartes que j'ai créées moi-même, soit à travers des cartes que j'ai pu découvrir sur Internet et qui sont en accès gratuit pour vous amuser à vous entraîner en fait. Parce que plus vous vous entraînez et plus vous allez pouvoir progresser. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus et de continuer à développer cette philosophie de vie, bien, je vous invite à aimer ma page Facebook, à pouvoir découvrir de nombreuses publications autour de la communication consciente et bienveillante. Je partage plein de vidéos et d'explications et aussi d'explications d'images avec le chacal et la girafe pour développer la bienveillance, sensibiliser. Et puis, sachez que j'accompagne également en formation des particuliers, des professionnels à travers les plans de formation en entreprise, à travers les comptes CPF pour les personnes qui sont salariées ou qui ont été salariées. Et j'anime d'ailleurs une formation début de semaine prochaine en période de confinement où du lundi au vendredi et les 2 premiers jours de la semaine suivante, on se retrouve pour 14 heures de formation réparties en 2 heures par jour, de 15h à 17h, pour pouvoir découvrir plus en détail et s'entraîner dans cette dynamique de communication consciente et bienveillante. Et bien sûr, ça se passe en vidéoconférence, chacun chez soi, pour respecter les règles sanitaires. Voilà, je suis très contente d'avoir pu partager du temps avec vous, d'avoir semé quelques graines sur le temps qui nous était imparti. Et puis, je vous invite à les cultiver maintenant et plus si affinité. Et je me tiens à votre disposition si vous avez envie d'en savoir plus sur les différents dispositifs qui existent de prise en charge pour des formations. Voilà. Je vous remercie Merci beaucoup à toi, Florence. C'était vraiment très intéressant comme conférence. Et du coup, je pense que oui, je vais t'envoyer un mail pour avoir les cartes sur les besoins et les sentiments, parce que ça donne envie de s'entraîner comme tu nous as conseillé de le faire. Ouais, pareil. Merci beaucoup, Florence. C'était très intéressant. Et du coup, le fait que ce soit interactif, c'était chouette aussi. Oui, et je trouve que ça part d'une démarche vraiment et véritablement très altruiste de donner de son temps comme ça, surtout dans ces périodes-là. Je trouve qu'on arrive à des moments comme ça qui sont juste extraordinaires, qu'on n'aurait certainement pas vécu avant. Ça renforce d'autant plus cette communication bienveillante qu'on a envie de faire passer en fait. Merci beaucoup, Florence. Avec grand plaisir. Je me dis que c'est vraiment un moment charnière, à mon sens, où on a la possibilité de développer des approches alternatives, d'entraide, de solidarité, et de les remettre au cœur de nos relations. Je me dis que c'est aussi un moment propice pour se remettre en question et pour reprendre du temps, pour vivre, pour se respecter soi-même, pour faire évoluer la façon dont on peut communiquer avec les autres, pour aussi se respecter, éviter des risques de burn-out, pour améliorer la qualité de nos relations avec les personnes qu'on aime le plus, qui malheureusement parfois pâtissent de tous les inconforts qu'on a pu avoir dans la journée et que potentiellement on peut leur partager et qui peut être source d'inconfort. Et puis surtout, c'est une invitation à mon sens à retrouver et à se reconnecter à plein de besoins qu'on délaisse. Le besoin de légèreté, de simplicité, de solidarité, le besoin de sens, donner du sens à notre vie, faire des choix qui soient respectueux de ce qui nous anime, et puis aller nourrir nos besoins d'aventure, de découverte, d'apprentissage, de connexion à la nature, même si en ce moment c'est pas possible, mais ne serait-ce que voilà, de se remettre au clair sur c'est quoi nos besoins. Et si vous avez envie, vous pouvez, à partir des cartes des besoins, vous faire une cartographie des besoins qui sont nourris et de ceux qui ne sont pas assez nourris dans votre vie personnelle d'une part et dans votre vie personnelle d'autre part. Et là où c'est nourri, vous pouvez mettre un smiley en mode célébration et augmenter votre perception du bonheur. Et là où c'est pas nourri, vous pouvez rechercher
des idées d'action simples et créatives que vous pourriez mettre en œuvre, soit à la journée, à la semaine, au mois, à l'année ou tous les 2 ans, pour pouvoir donner plus de sens à votre vie et qu'elle soit plus harmonieuse et plus épanouissante. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer davantage de moments de douceur et je vous dis à bientôt, peut-être pour d'autres aventures. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui, merci beaucoup. Merci à tout le monde.